chers amis, je lance un direct. J'espère que ça va fonctionner. Est-ce que ça fonctionne? Vous êtes avec nous sur Insta, c'est formidable. Je suis avec mon ami Nicolas Rimbaud. On vous rejoint dans quelques secondes, le temps de lancer le direct. Voilà, je pense que... Yes. Je pense que là, ça y est, c'est parti. Ça fonctionne. Ça fonctionne, formidable. On est sur Insta, on est... Bienvenue sur LinkedIn, bienvenue sur YouTube, bienvenue partout, bienvenue sur Facebook aussi. On est ensemble. J'en suis très, très heureux. Chers amis, bonsoir. On va passer un moment ensemble. Techniquement, c'est un peu la mouise parce que je ne vois ni Nicolas ni moi-même, mais je suis certain que ça va bien se passer, que je vais y arriver. Voilà, le studio est là. Parfait, super. On va se retrouver pendant une petite heure. Merci Nicolas d'être là. Ça me fait super, super plaisir. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. C'est trop chouette, trop cool. Avec joie. Très heureux d'être avec toi et ta communauté. Yes, ça me fait plaisir aussi. A priori, dans ce nouveau format Insta, en fait, on est chacun avec la communauté de l'autre, la sienne et celle de l'autre. Et donc, si ça vous va, je vous propose qu'on prenne ne fût-ce qu'un tout petit instant pour se présenter à ceux qui ne nous connaissent pas. Et bien évidemment, je vais te céder et te dérouler le tapis rouge, Nicolas, si c'est OK pour toi de prendre un petit moment pour nous dire qui tu es. Et je peux déjà dire à tout le monde que on se connaît pas bien et depuis peu de temps, mais on a eu une magnifique rencontre. Quelqu'un que je porte dans mon cœur. On a une très très belle rencontre et je suis très heureux qu'on puisse passer ce moment avec toi. Qui es-tu, Nicolas? Tu disais une petite heure. Qui es-tu? C'est toujours la question existentielle sur laquelle on pourrait se pencher pendant des journées, voire même une vie. Pour ma Yes. part, je vais aller à l'essentiel, évidemment, car ce n'est pas le plus important. Donc, je m'appelle Nicolas Rimbaud et moi, ce que je fais, ce qui m'anime vraiment, c'est de comprendre ce qui se joue chez l'être humain dans ces sujets de performance. C'est-à-dire que j'adore tisser les liens qui viennent du monde du sport de haut niveau vers le milieu de l'entreprise au sens large et d'essayer de comprendre les déterminants de deux éléments. Le premier étant le mindset, et le mindset pour moi, qu'on peut traduire en français par état d'esprit, ça correspond aux histoires qu'on se raconte. Tu es un grand conteur et un grand raconteur, Gilles. Et le mindset, pour moi, c'est quelles histoires je me raconte à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe en moi, quel est le couplage de mes pensées et de mes émotions. Et une fois qu'on a pu travailler sur cette conscience-là, essayer d'aller vers le leadership, comment est-ce que je vais pouvoir, une fois que je suis en conscience de ça, fédérer, inspirer, rayonner et embarquer. Mon environnement, c'est le basketball et je mentor des performeurs, des basketteurs, des basketteuses, des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise sur ces thématiques-là qui me mettent en joie en permanence et je pense qu'il y a beaucoup de belles choses à faire là-dessus. Voilà ce que j'ai envie de dire pour démarrer. Waouh. On lance la fusée. C'est parti, mon kiki. Super. Du coup, je vais faire pareil. Et peut-être que moi, ce que j'ai envie de dire, j'aime utiliser des images. Et effectivement, j'aime raconter des histoires. Et peut-être que pour me présenter en quelques mots, je dirais que je suis chercheur d'or. Ma passion à moi, c'est de dégoter les pépites. Et les pépites de talent, d'orateurs et d'oratrices en particulier, des personnes qui me font confiance et avec qui j'avance sur leur art oratoire, sur leur prise de parole, sur le travail de leur voix. Puisque mon métier à moi, si toi, c'était au départ, en tout cas, c'est le monde du sport et du basket, moi, c'est effectivement le monde de la scène, le monde de l'opéra d'abord. J'ai eu cette immense chance de chanter à l'opéra pendant une quinzaine d'années, en Belgique, en France, aux États-Unis, un peu partout en Europe et aux États-Unis. Et puis au théâtre aussi, où effectivement j'étais acteur, essentiellement sur scène. Donc, c'est vrai que c'est mon métier d'amour, c'est ma passion de fouler les planches. Et ce que je fais depuis une quinzaine d'années maintenant, ou un peu plus, c'est de prendre les outils que j'ai la chance de recevoir sur scène et de les transposer au monde des hommes, des femmes, des organisations, des très grandes organisations internationales, de cabinets d'avocats,
de grands patrons, de grandes patronnes, de grands décideurs, de grandes décideuses, d'entrepreneurs aussi, parce que ça me tient beaucoup à cœur de pouvoir accompagner, de pouvoir aider des personnes qui ont des projets avec une belle envergure et une envie de faire bouger les lignes. Et donc, c'est ce que je fais le plus clair de mon temps. Et justement, je pense qu'il y a un point, je l'ai un petit peu annoncé déjà dans un petit teaser que j'ai lancé cet après-midi sur Insta, mais et tu as prononcé le mot d'ailleurs, c'est que je pense qu'il y a un dénominateur commun dans les deux mondes, les trois, enfin tous les mondes qui sont les nôtres ici, parce que je pense qu'ils sont multiples. Et c'est certainement celui de cette notion de ce monde de la performance. Performer, c'est quoi? Performer, c'est quoi? Et on fait ça pourquoi? J'adore ce type de questions. Déjà, si on regardait toute la dimension étymologique de performer, ça serait performare, et en fait, per pour dire un haut degré d'intensité et formare pour façonner. Comment est-ce que l'on peut façonner dans un haut degré d'intensité? Et moi, ce que je trouve beau et chouette dans la performance, c'est cette notion d'accomplissement, de réalisation de soi, d'une belle et juste ambition. Ça y est, j'ai dit un gros mot, l'ambition, qui en France n'est pas bien vue, alors que pour moi, c'est la plus belle des choses qui puisse être. On prend un être humain avec ce qu'il est, ses talents, ses limites, ses défauts, comme j'en ai plein de tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller s'accomplir et performer et réaliser le mieux qu'on peut avec ça? Voilà ce que ça serait pour moi la performance. Et ça serait quoi pour toi, Gilles? J'aime beaucoup l'approche presque philosophique qui est la tienne. Je dirais que dans mon monde relativement pragmatique, qui est celui de la scène, c'est-à-dire que c'est dans le corps que ça se passe, mais ceci dit, dans le sport, c'est certainement dans le corps que ça se passe. Chez les hommes et les femmes que tu accompagnes, c'est aussi dans le corps que ça se passe. Ce qui m'intéresse étymologiquement aussi, c'est l'idée dans performance, j'entends aussi et je détecte l'idée de forme. Et donc, cette idée du corps qui incarne, et puis du corps qui ose, du corps qui se lâche en conscience, qui se lâche probablement en mesure aussi, pour donner le meilleur de lui-même, et tout en lâchant pas les chevaux n'importe comment. Donc il ne s'agit pas de se brûler, mais il s'agit d'aller et de donner le meilleur de soi-même. Alors, si ça te va, Nicolas, j'ai une chouette anecdote autour du fait de donner le meilleur de soi-même. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, finalement? Et ça remonte au temps où j'ai eu la chance de travailler avec une boîte qui donnait des sessions en entreprise, en général pour des comités de direction, des CA, enfin voilà, des gens qui avaient des postes assez importants, de très grands groupes français. En l'occurrence, c'était à l'époque la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, la Compagnie des Alpes, enfin des grands groupes comme cela. Et on avait le top 1, le top 2, ce qui s'appelle le cercle 1, le cercle 2 des dirigeants. Et à ce moment-là, la boîte avec laquelle j'avançais beaucoup travaillait avec des chefs étoilés et des sportifs de haut niveau. Et en l'occurrence, c'était à l'époque, on est en Belgique, donc c'était à l'époque avec une championne, ex-championne du monde de tennis, qui est Justine Hénin, que tu as peut-être connue. Et Justine Hénin, un petit bout de bonne femme comme ça, qui a quand même été numéro 1 mondial pendant 2 années consécutives, si mes souvenirs sont bons. Elle battait les sœurs Williams, quoi, qui étaient quand même des athlètes d'un niveau absolument colossal, quoi. Et physiquement aussi des corps absolument extraordinaires. Et un journaliste demande à Justine Hénin, mais en fait, comment vous faites? Elle dit, je donne le meilleur de moi-même. Elle dit, mais ça veut dire quoi, donner le meilleur de soi-même? Et alors, il lui dit, mais en fait, combien de jours par an êtes-vous à votre top? Et il dit, parce que vous êtes une performeuse extraordinaire. Et elle dit,
Ça, c'est vraiment une question. Elle dit, vous voulez vraiment que je vous dise? Alors, le journaliste dit, mais ouais, ouais, je veux vraiment que vous nous disiez. Et elle dit, je sais pas, 3, 5 jours par an. Et vous voulez que j'aille même un pas plus loin? Alors, tous les journalistes sont là, ils ouvrent des yeux et comme ça, et ils disent, mais ouais, bien sûr, allez-y, allez-y, allez-y. Et elle dit, et bien entendu, ces 5 jours par an ne sont absolument pas le jour des grands chelems. Évidemment. Évidemment. Alors peut-être que pour toi, ça tombe sous le sens, mais quand les journalistes, moi j'ai entendu ça, mais j'ai ouvert des yeux comme des soucoupes. Et donc, elle dit, ce que je fais, c'est que je donne le meilleur de moi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire donner le meilleur de moi-même? C'est d'abord commencer par accepter l'état dans lequel je suis. Et a priori, le jour d'un grand chelem, il se peut que je sois à 60%. Et qu'est-ce que je fais pour donner le meilleur de moi-même quand je suis à 60%? C'est que je donne les 100% de mes 60%. Et on était tous là. Oh, c'est génial ce truc. Surtout, je ne sais pas si ça te parle. Ouais, c'est surtout très déculpabilisant parce qu'on pourrait penser que la performance, quelle qu'elle soit, dans l'art oratoire chez toi, dans le sport de haut niveau chez moi, c'est vraiment aller chercher des gens de façon très robotisée, intouchable, surréaliste. Typiquement, on pourrait penser que les plus grands champions de tennis, puisque tu nous parles de tennis, sont des gens qui sont toujours au top. Et le risque de tout ça, c'est de fantasmer un modèle qui serait le modèle du perfectionnisme, à savoir il y aurait des surêtres et des surhumains qui seraient toujours au top, toujours premiers, ce qui n'existe pas. Et même si on devait se modéliser en disant il me faut tout le temps être au top, par exemple dans ton domaine à toi, dans l'art oratoire, et si jamais j'oublie quelque chose, et si jamais je bégaye, etc., en fait, ça va très bien se passer. Et regardez que la perfection ou le perfectionnisme, ça serait par exemple, puisque tu nous parles du tennis, être toujours, tout le long de sa carrière, tassé numéro 1 au classement ATP. Ça serait ça. Maintenant, tout de suite, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des tennismen ou des tenniswomen qui ont fait ça? Non, aucun. La performance maintenant, puisqu'on est parti de la performance, ça serait de réaliser un grand exploit dans sa durée de carrière. De mon côté, je vais chercher en France, Yannick Noah, en 83, il gagne Roland-Garros, c'est une performance. Est-ce que c'est suffisant pour sa carrière de tennisman? Absolument pas. Et par contre, la clé, pour moi, c'est d'aller chercher l'excellence. Et l'excellence, ça serait d'aller chercher sur toute la durée d'une carrière ces hauts et ces bas qu'on peut rencontrer. Tiens, un coup, je vais aller chercher Federer qui va gagner Wimbledon, et puis juste avant, c'était Nadal qui gagnait Roland-Garros, et puis le coup d'après, c'est ça. Et en fait, on regarderait des espèces de courbes comme ça, avec des fois des peut-être 60% le jour du Grand Chelem, etc. L'excellence étant pour moi ce qui nous permettrait de nous dire comment est-ce que je suis capable de réitérer de façon durable dans le temps des hauts degrés de performance, tout en me donnant le droit à l'erreur, c'est-à-dire en ne visant pas cette question de la perfection. Et je trouve que l'excellence va nous aider à nous dire une performance, est-ce que c'est suffisant? Probablement pas, lorsqu'on veut durer dans ce qu'on fait. Quand tu faisais de l'opéra, il te fallait réitérer, évidemment, la performance. Moi, dans le basket, évidemment. La perfection est ce que j'appelle une maladie grave qui est la perfectionnite, l'inflammation de la perfection. On doit chasser ça le plus qu'on peut et simplement, et c'est déjà beau et ambitieux pour revenir à ce qu'on disait, être dans cette quête d'excellence. Et des fois, je suis moins bien dedans, et des fois, je suis en haut, et je fais faire de mon mieux avec tout ça pour que ça dure. Et merci pour ça. Comment tu aides des... Donc, il y a ton activité de coach sportif, et puis il y a ton activité aujourd'hui dans laquelle tu transposes, j'imagine, d'une manière ou d'une autre, tout ce monde qui a été celui du sport, et qui est celui du sport, et qui est le tien, dans lequel tu performes encore, aux entreprises, aux entrepreneurs, aux entrepreneuses, éventuellement aux dirigeants d'entreprise. C'est quoi le lien? Peut-être qu'il est évident, mais je pense que ce qui est évident, ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Absolument.
j'ai vraiment décidé de modéliser, de conceptualiser ce que sont ces secrets issus de la performance de haut niveau, ou plutôt de l'excellence du haut niveau, on l'aura compris, et du sport de haut niveau, soit dans le milieu de l'entreprise, mais en réalité plus au niveau de tout ce qui se passe dans le quotidien de tout type de personne qui veut performer. Je peux peut-être vouloir performer, être le meilleur papa possible. Je peux vouloir être le meilleur artisan possible, etc., etc. Et en fait, il y a plein de façons de modéliser ça. Là, tu m'amènes à penser une des choses que j'ai conceptualisées qui s'appelle le concept des 3 A, où on peut trouver des liens directs entre les deux dimensions. Les 3 A, c'est pour arriver à exercer un haut degré de performance, la première chose, c'est le A de l'autorisation et s'autoriser à voir grand. S'autoriser à voir grand, pour moi, c'est un premier des déterminants qu'on peut trouver dans tous les univers de performance. C'est typiquement une petite anecdote qui était, une fois, je me trouvais dans un avion et je vois un papa et son fils qui penchent la tête du côté de la partie business class. Et le fils dit Papa, on va là, regarde comme c'est grand, il y a des grands fauteuils et tout, c'est trop chouette. Et le père dit à son fils Alors là, non, je peux te dire, ça ne sera jamais pour nous. Et je m'étais dit Quelle catastrophe. En fait, c'est qu'un sujet matériel. C'est pas ça le message, mais s'autoriser à voir grand. En faisant ça, il coupe l'éventuelle aile de son fils de vouloir voir grand, voir spacieux, voir que sais-je. Et je trouve que, notamment en Europe, une des premières clés, c'est de s'autoriser à voir grand. Ma fille est pré-sélectionnée en équipe de France moins de 16 ans. Et au basket, pardon, oui, évidemment. Et moi, je la vois tellement plus grande qu'elle est, certes parce que je suis un papa gâteux, mais aussi parce que je sais qu'une des clés qu'on peut faire quand on accompagne, toi, moi, c'est faire quelque chose de fondamental qui est l'empowerment en anglais, l'empuissancement en français. Oui. Donc, le premier A, s'autoriser à voir grand. Et je pense que chacun de nous peut faire quelque chose pour s'autoriser à se voir peut-être un peu plus grand. Le deuxième A qu'on peut retrouver de part et d'autre, c'est un double A, anticiper et accepter le prix à payer. Lorsqu'on veut déployer des choses à très haut niveau de résultat, très probablement, il y aura un prix à payer. Si je voulais être très caricatural, si c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, un prix à payer, c'est est-ce que je pourrais passer autant de temps avec mes amis, ma femme, mes enfants. Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait ne pas faire ça, mais il peut y avoir des prix à payer, ou à mon entretien, ma santé, ou à des sorties, etc. On peut trouver des prix à payer, et l'idée, c'est qu'avant de se lancer dans un projet de performance comme dans le sport de haut niveau, si j'arrive à identifier quels peuvent être les prix à payer et les anticiper, je les vivrai mieux lorsqu'ils se présenteront. Et le troisième A, qui pour moi est fondamental, c'est celui de l'action et du passage à l'action. Et là, c'est un A au carré pour moi également. Ce sont les actions adaptées. Mettre en place des actions adaptées. Moi, je me suis fait former à un moment donné par Tony Robbins, qui était un grand coach américain et qui notamment a coaché les Sir Williams, a coaché des présidents des États-Unis, etc. Et lui, il était en mode, Tony, il est toujours d'ailleurs en mode action massive, action massive, action massive. Moi, pour ma part, je pense que ce sont les actions adaptées qu'on doit mettre en place dans le sport de haut niveau comme ailleurs. Parfois des actions massives, parfois modérato. Par exemple, on peut prendre l'image de si toi et moi, on est encordés pour aller en haut d'une montagne, probablement qu'on va devoir faire des pas réguliers pour y arriver. À un moment donné, sprinter parce qu'il peut y avoir de la neige qui tombe. À un moment donné, un saut au milieu d'une crevasse, etc. Et je pense que, c'est pas je pense, j'ai la ferme conviction qu'on peut trouver beaucoup de liens qui viennent du sport de haut niveau pour notre vie de tous les jours quand on veut s'engager dans de la performance. Ok. Ok. Super intéressant. Super intéressant. Est-ce que, tu vois, quand je suis face à des avocats, par exemple, Oui, que je coach pour de la plaidoirie, oui, il y a toujours un moment, parce qu'ils sont, pour beaucoup en tout cas, très formatés. Très formatés, des très grands égos, et ils ont tout vu, ils ont tout vécu, et pour autant, quand je viens avec cette notion de performance, il y a tout à coup comme une peur que je vois dans leurs yeux, surtout en formation ou en coaching, en groupe en particulier, parce que quand c'est en individuel, ok, on est dans le, on est comment dire, dans le colloque singulier, et ça va, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas l'enjeu du regard des autres. Il y a effectivement l'enjeu du regard du coach, mais il n'y a pas
mais qui a priori est payé pour. Donc l'idée est que, d'accord, et que il va quand même pas m'assassiner. Bon, c'est mal me connaître. Bon, c'est vrai que le but, c'est pas que j'assassine. Le but, c'est certainement d'avancer, de soutenir, d'encourager et aussi à certains moments de mettre le doigt là où c'est pas obligatoirement confortable. Mais je vais arriver au bout de l'idée qui est que quand je parle de performance, par exemple à des avocats, et que je dis que, vous savez, que dans votre métier, le moment de la plaidoirie, c'est l'équivalent pour le chanteur lyrique ou pour l'acteur, c'est l'équivalent du concert. C'est le moment, c'est l'instant T où on vous demande une intelligence, une présence absolue. Et je pense que intelligence et présence, quelque part ici, se rejoignent magnifiquement. C'est-à-dire que c'est en même temps une intelligence, bien entendu, cérébrale, mentale. On demande à leur cortex préfrontal de jouer les chefs d'orchestre et de savoir exactement comment tout organiser en fonction, stratégiquement parlant, en fonction de ce qui a été dit précédemment, de l'adversaire, des juges, des jurés, du dossier, de ce que je sais, de ce que je peux dire, de ce que je ne peux pas dire, de ce que je dois révéler maintenant, de ce que je dois garder pour plus tard, de la botte secrète que je garde en main, bon, etc. Donc ça, c'est une dimension. Mais il y a aussi l'intelligence émotionnelle, évidemment, qui est fondamentale. Comment oser l'empathie, comment générer de l'empathie auprès des jurés en procès d'assises, par exemple. Comment avoir l'oreille et le cœur du juge ou des juges. Je coach parfois des avocats qui plaident devant la Cour internationale, devant la Cour européenne de justice, où ils sont dans ce qu'on appelle la grande chambre. Et la grande chambre, c'est une salle d'audience. Nicolas, ils ont devant eux, ils ont face à eux 15 juges. 15 juges. C'est un truc de malade, tu vois, qui en plus sont surélevés, qui en plus ont des faisceaux lumineux derrière eux pour complètement créer une espèce d'ambiance absolument terrible. Tu sais, un peu Deus Ex Machina, comme ça, les grands juges qui décident, qui vont donner leur sentence et qui décident de la vie ou de la mort de celui-ci ou de celui-là. Ici, en l'occurrence, il s'agit de dossiers, donc on n'est pas sur la vie des gens, mais néanmoins, ça concerne la vie de beaucoup de monde. Et donc il y a cette notion d'intelligence émotionnelle. Comment je fais quand j'ai, par exemple, 15 juges face à moi? Alors, c'est face à moi, mais c'est autour de moi, et c'est parfois derrière moi. Ils sont dans l'arène. Comment gérer leurs propres émotions? J'adore parce qu'en fait, tu décris exactement ce qui se passe pour des sportifs de haut niveau. Le temps du match, c'est le temps de l'expression dans lequel on doit avoir l'intelligence et la présence, pour reprendre exactement tes mêmes termes. C'est pour ça que notre point ce soir est tellement fondamental. Exactement. C'est passionnant, c'est passionnant. Et puis alors, il y a l'intelligence physique aussi. Comment se donner complètement sans se claquer le corps, parce qu'on a un match, un match, c'est pas juste faire un dribble et c'est pas juste lancer la balle vers le panier. Je connais pas les termes. Tu me pardonneras, mais je te pardonne. Les dunks, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais voilà, il y a effectivement cette intelligence du corps et cette performance-là, ce moment de la performance qui dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas combien un match peut durer, mais en tout cas pour un opéra, parfois ça peut être 8 heures. Quand on voit dans les grands opéras de Wagner, tout ça, comment ménager sa monture et être totalement là. Et ça m'intéresse de t'entendre là-dessus parce que j'ai une petite idée qui me vient, mais voilà, je voudrais... Alors, moi, j'en ai plein. J'en ai plein. La première des choses, tu vois, quand il y a 15 juges qui nous environnent avec toute la mise en scène au sens premier du terme que tu évoques, c'est comme quand tu joues dans une salle avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, ou comme quand... moi, j'ai pu déjà intervenir en conférence devant 2000 personnes et des gens me disaient ah, mais comment tu fais? C'est beaucoup de personnes, ça doit faire peur, etc., etc. La première des choses, c'est quelle est la représentation de ce qu'on fait, de ce que l'on se fait, d'où l'histoire des histoires qu'on se raconte, du contexte dans lequel on est. Mettez-moi pas 15 juges, mettez-moi 30, plus de lumière, etc. Ça n'en sera que mieux parce que je vais pouvoir convaincre et embarquer plus de personnes. Ensuite, comment on fait avec ça?
truc classique qu'on peut utiliser et que j'utilise avec les sportifs de très niveau, on met du jeu à la place de l'enjeu. Du jeu, J-E-U. Du jeu à la place de l'enjeu. Tu es joueur, il y a tellement de choses magnifiques que tu sais faire et transmettre sur l'art oratoire, autant jouer avec ça, tout comme nous, les basketteurs, en l'occurrence, on s'appelle des joueurs, par définition. On n'est pas des pratiquants, des sportifs, des athlètes, on est des joueurs de basketball. Mettre du jeu et se décorréler de l'enjeu. Ce qui m'amène aussi à une autre formulation qui est que si les avocats sont tendus sur oh là là, il faut que ça passe parce que c'est la Cour européenne et que s'il n'y a pas ça, la conséquence, ça sera ça. C'est là où on doit faire une différence, selon moi, entre l'intention et l'objectif. L'objectif, c'est le résultat que je veux atteindre. Et si je suis trop focus sur ce résultat, je risque de ne pas faire ce qu'il y a besoin d'être fait. L'intention, pour moi, elle se décompose en 2 dimensions. L'intention, c'est, première partie, clarté sur ce que je vise. Je suis très au clair, très précis sur ce que je vise, ce que je veux obtenir, plus, parce que c'est une équation, donc clarté sur ce que je vise, plus lâcher prise sur l'issue. Il se passera ce qui se passera le moment venu, ce que j'ai à faire, d'où la notion de présence que tu conjoins très bien à l'intelligence. Donc, je sais ce que je vise et voilà, maintenant, je vais faire ça, ça, ça. J'avais un message tout à l'heure de Olivier Lafargue, qui est l'entraîneur de l'équipe de basket de Bourges, qui va jouer un match retour capital demain pour être dans le top 6 de l'Euroleague féminine, et qui me dit, Nico, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire parce qu'elles ont gagné avec un gros écart le match aller. Et là, j'ai trop peur qu'elles se relâchent et qu'elles soient concentrées sur l'enjeu, parce que si on ne fait pas ci, si on ne fait pas ça. Et le conseil que je lui donnais, c'est tu vas les faire réfléchir, travailler sur quels sont les ingrédients qu'elles ont mis en place pour avoir ce gros écart à l'aller, et des engagements plans d'action qu'elles vont prendre, qui seront accolés à ça. Et c'est tout ce qu'il y a besoin de faire pour être dans la pleine présence. Et puis, tu dis, il ne faut pas non plus se cramer, se brûler pendant qu'on va être dans cette performance-là. Tu vois, hier soir, il y avait le match de basket France-Bosnie, qualificatif au championnat d'Europe. Et j'ai échangé tout à l'heure avec Freddy Fotoux, qui est l'entraîneur de l'équipe de France, que j'ai le plaisir d'accompagner. Et je lui disais, tu sais, Freddy, il faut que tu fasses très attention à la gestion de ton énergie, à ton repos. Il a pris l'équipe de France, là, début janvier. Et donc, il cumule l'activité club et l'activité coach de l'équipe de France. Et je lui dis, attention au vieillissement prématuré. Là, tu es excité, inspiré, c'est chouette, c'est nouveau. Et si tu ne t'entraînes pas, certes, à entraîner, mais également à te ressourcer, tu seras dans la difficulté. Et je pense que tes avocats ont grand intérêt à se rappeler ce qu'est la pratique d'un sportif de haut niveau au quotidien. Ça n'est qu'une alternance de je m'entraîne et je mets de l'intensité dans ce que je fais, et je mets de l'intensité dans mon repos, ressourcement, massage, récupération, hydratation, etc., en alternance, en alternance, en alternance. Et c'est toutes ces choses-là qui me semblent importantes à mettre en place. Et je rajouterais peut-être une dernière qui serait, notamment quand on doit convaincre des gens et embarquer des gens, ce que moi je fais dans mes sujets d'accompagnement de leadership, et là, puisque tu parles de ces avocats qui doivent toucher aussi les émotions des autres, il faut se rappeler que le leadership, pour moi, c'est avant tout notre propre capacité, et toi et moi, dans certains contextes, on éprouve ça dans le sens noble du terme, notre propre capacité à être capable de s'autoriser à se montrer vulnérable, à exposer notre vulnérabilité, et encore une fois, pas à se montrer en mode machine, imbattable, intouchable, etc., ce que l'on croit trop souvent que sont les performeurs de haut niveau, et notamment les sportifs. Génial. Génial. J'entends le mot le mot m'échappe, mais je l'ai entendu il y a quelques instants, et il parlait d'entraînement. Oui. Et donc, je sais que beaucoup de patrons, de patronnes avec qui je travaille, de dirigeants que j'accompagne me disent, par exemple, soit qu'ils n'ont pas le temps, soit qu'ils détestent répéter. Parce que répéter, parce que j'ai pas le temps, parce que mon agenda il est plein comme un œuf, et puis surtout parce que je déteste ça. Ah ouais, tu détestes ça, ok. Et pourquoi est-ce que tu détestes ça? Mais écoute, je déteste ça parce qu'en fait, je perds ma spontanéité. Tu perds ta spontanéité.
Ok. Et donc, j'ai l'occasion de parler de ça avec Aurélie Dubois, que tu connais Très bien. aussi, spécialisée dans l'art extraordinaire de la relation amoureuse, il y a de ça 15 jours. Et donc, je déteste répéter parce que je perds ma spontanéité. Et je pense qu'il faut faire une immense différence entre la spontanéité et l'authenticité. Et l'authenticité, c'est vrai que le mot il est galvaudé, il est utilisé à toutes les sauces aujourd'hui, mais de nouveau, si on fait référence, c'est vrai que moi, c'est une science qui me passionne, c'est l'étymologie. Authentikos, c'est qui reconnaît sa propre autorité, en grec, qui reconnaît sa propre autorité. Et donc, est-ce que tu penses vraiment que tu as l'air spontané, et encore plus authentique, quand tu es en train de chercher tes mots, que tu parles avec un ton de voix, mais d'un ennui absolu et profond, qui juste est la traduction de ton mal-être, du moment, du trac qui est le tien à ce moment-là? Est-ce que tu penses vraiment que quand tu es en train de chercher tes mots, de chercher ces liens logiques entre ces idées formidables que tu as envie de transmettre, et puis la manière dont tu en parles, avec un corps qui est plutôt fermé, une voix qui est plutôt monocorde, monochrome, est-ce que tu penses vraiment que c'est authentique? Est-ce que tu penses vraiment que c'est spontané? Enfin oui, c'est peut-être spontané. C'est peut-être spontané, oui. Impactant peu, mais... Impactant, probablement moins, et persuasif, encore beaucoup moins. Donc voilà, en gros, si on veut devenir boulanger, ben, ça fait peut-être du sens de travailler la pâte et de faire du pain. Si tu veux devenir basketteur, tu as intérêt à basketter, quoi. Tu as intérêt à avoir la balle et être là. Je me rappelle voilà, de ces sportifs de haut niveau, ils se reposent quand ils se reposent, mais quand ils sont là, ils sont là. Absolument. Je me rappelle En de fait, Tony Parker qui parlait de ça, c'est assez extraordinaire. ouais, c'est très important. Tu rappelles la vertu de l'entraînement en toute chose. Je regardais un reportage télé sur des Français expatriés au Japon pas plus tard qu'avant-hier soir. Il y avait des Français qui allaient dans une académie de sushi au Japon, la plus réputée, etc., et qui disaient, on nous explique là qu'il faut pratiquer pendant 10 ans avant d'être des véritables maîtres sushi. Ou bien, tu sais, il y a cette théorie, vraie ou pas, j'en sais rien, mais des 10 000 heures pour atteindre un niveau d'expertise. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que l'entraînement, le façonnage, le compagnonnage sont des choses essentielles. Dans le sport de haut niveau, en l'occurrence, pour aller exactement dans le terme de ce que tu évoques, il y a la partie préparatoire avant ce que tu dois réaliser, qui est plutôt d'une dimension stratégique. Et quand on est dans l'action, on est dans la tactique. Sur la prise de parole, c'est probablement la même chose. Tu vas aider les personnes que tu accompagnes magnifiquement à préparer, à s'entraîner, à utiliser des postures, des choses, etc. Et dans la fameuse spontanéité du moment, il y a l'ajustement tactique, il y a ça qui se passe, il y a une interaction avec la salle, du coup, je rebondis dessus, je l'attrape. Et c'est la même chose que nous, on a sur l'entraînement d'abord, puis la compétition, la stratégie d'abord et l'adaptation tactique dans l'ici et maintenant, d'où la présence que j'ai adoré que tu évoques en début de notre échange. Ouais, c'est dingue parce que quand je leur explique ça et que je leur dis, vous savez, en fait, ils me disent, mais quand vous répétez pendant les répétitions avec orchestre, tout ça, bah, vous devez vous garder. Et tu dis, mais absolument pas. En fait, tu te donnes en répétition totalement. Tu te donnes, en fait, on fait comme si. Et c'est ça la vraie répétition. Ouais. C'est que tu te donnes, tu joues le spectacle, tu interprètes le personnage, tu cherches la musicalité, tu ouvres la voix, et la voix dans tous les sens du terme d'ailleurs. Mais vraiment, tu le fais comme si. Tu dis, mais ça n'a aucun sens, il n'y a personne dans la salle. Tu dis, mais c'est là que c'est sublime en fait. C'est là que c'est magique. Et c'est là que tu vas aller chercher dans tes tripes, que tu vas aller trouver cet indicible étoile, cet indicible élément qui va faire que dans tes performances, celles dans lesquelles il y a du public dans la salle, tu vas pouvoir aller vraiment très, très loin. Si en gros tu te gardes en permanence,
tu connais pas ta limite. Tu vas pas Ouais. pouvoir ménager cette monture, en l'occurrence. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Ça m'évoque beaucoup de choses. Ça m'évoque, par exemple, dans le basketball, tu as des champions ou des championnes de l'entraînement qui sont inexistants en match. C'est-à-dire que la difficulté que nous, on a dans le sport de haut niveau, c'est d'arriver à se rapprocher du plus qu'on peut des caractéristiques d'intensité de la compétition lorsqu'on est à l'entraînement. C'est ce que tu es en train Mmh. d'évoquer. Et le job des entraîneurs, c'est de proposer des situations pédagogiques, des activations, des recadrages qui soient les plus exigeants possibles pour qu'on soit au plus proche des conditions d'un match réel. On n'y est jamais dans les entraînements, quoi qu'on fasse. On a cette conscience-là, mais l'idée, c'est de s'en rapprocher le plus qu'on peut. Et ce que je pense, c'est que les plus grands experts en toutes choses, en basket et en toutes choses, sont ceux qui vont être capables, effectivement, d'aller se frotter le plus possible aux conditions réelles et peut-être aussi se mettre en vulnérabilité dans les conditions les plus réelles possibles, même si ce n'est pas le jour J, parce que c'est le seul moyen. S'entraîner, typiquement, si là, moi, je devais m'entraîner à effectuer un tir de basket sans qui que ce soit, en prenant 5 secondes pour tirer tranquillement, etc., je ne m'entraîne pas, en fait, puisque je m'entraîne à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je vais devoir pratiquer dans mon exigence de compétition. Et c'est un devoir, ne serait-ce que pour soi, pour que ces entraînements servent à quelque chose. C'est vraiment un indispensable, un fondamental même. Mmh. Mais tu me parles de vulnérabilité. Comment, comment tu amènes ça à tes sportifs? Comment tu amènes ça à tes compétiteurs? Ah, dis-moi un peu. Ben, déjà, ça veut dire que je les fais travailler énormément sur leur ego, par définition. C'est commencer par ça. Pour ça, je souriais tout à l'heure quand tu me parlais des éventuels avocats de très haut niveau, mais en fait, c'est valable dans tout type de corporation ou profession. Dès qu'il y a du haut niveau avec une forme de visibilité médiatique, économique, etc., Mmh. ça décuple l'ego. L'ego n'est pas une mauvaise chose, hein, parce qu'il peut nous permettre d'arriver à quelque part, mais la fonction de l'ego, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, mais la fonction principale, c'est de nous laisser végéter dans l'état dans lequel on est et surtout de nous protéger d'aller nous accomplir, nous réaliser, etc. Donc Yes. déjà, premier travail sur l'ego. Une fois qu'on a réussi à travailler sur l'ego, essayer de travailler sur les manifestations liées à l'ego, à savoir la capacité de dire c'est ma faute, j'ai tort, je me suis trompé. Cette capacité à exprimer ça. Et quand on a des gens à fort ego ou des performeurs ou des joueurs ou joueuses qui ont été en équipe de France, etc., euh, on a systématiquement du travail pour arriver à ça. Et pour moi, les grands leaders ou performeurs sont ceux qui sont dotés de toute l'expertise, la compétence possible, et en même temps, cette capacité de dire, là, je me suis trompé, c'est ma faute, autant pour moi, etc., et de ne pas tomber dans ce qui s'appelle les attributions causales externes, à savoir, le truc classique chez nous en sport, c'est, oh, ben, on a perdu le match, c'est la faute de l'arbitre. Je traduis, j'attribue la cause de la défaite à quelqu'un à l'extérieur. Attribution causale externe négative. On a perdu, c'est la faute de l'arbitre. Être capable de reconnaître, quand on réussit évidemment pour se recharger les batteries, mais quand on échoue notamment. Et puis, pour travailler... Et tu vois, t'interrompre une seconde. Et quand on a gagné, c'est grâce à l'arbitre ou... c'est souvent grâce à nous. Ah, mais c'est intéressant. Ta remarque est très pertinente. Les champions de l'attribution causale externe négative sont les champions de l'attribution causale interne positive. Positif, C'est-à-dire évidemment. l'opposé. On a Yes. gagné, c'est grâce à moi, Yes. naturellement. Mais c'est valable. Tu travailles avec des dirigeants, des entrepreneurs, mais c'est valable chez tous les êtres humains. On a tous ce biais, toi, moi y compris, d'aller se mobiliser un peu les attributions causales externes négatives qui vont nous permettre de nous déresponsabiliser, puis dire allez, j'y peux rien. Ça peut être le Covid, la guerre, le je sais pas quoi, etc. C'est assez facile à mettre en œuvre. Il y aurait cet axe-là pour commencer, et l'autre que je proposerais en réponse à ta question, ça serait de mettre beaucoup d'attention et de conscience sur quels sont les sujets sur lesquels je peux avoir un levier d'action et de maîtrise, et ce que je ne maîtrise pas qui ne m'appartient pas. Et quand je suis capable d'identifier qu'il y a des choses, ben, ça ne dépend pas de moi. Ça peut être un coup de sifflet justement d'un arbitre chez moi. Ça pourrait être... je lisais un post de Arthur, l'animateur télé, qui disait qu'il avait lancé son jeu, un jeu avec des zombies, je ne sais plus comment il l'appelait, juste avant le Covid. C'était gros investissement. Et que ben voilà, il est arrivé le Covid. Alors le Covid, lui faisait un jeu sur des zombies, des gens à moitié morts, à moitié vivants, etc. Et donc finalement, alors que ça aurait pu, selon lui, être un succès planétaire, c'était pas le moment. Il doit accepter qu'il y a des choses qu'il ne maîtrise pas, dont ça fait partie. Et je trouve que c'est chouette que d'aller voir ça,
d'être le plus actif, proactif, engagé dans ce sur quoi je peux agir, et encore une fois, d'être en paix avec ce qui ne m'appartient pas. Ok. Est-ce que, est-ce que les émotions ont leur place? Par définition, oui, puisqu'elles sont biologiques, physiologiques et pas psychologiques, et qu'elles circulent dans notre corps. Donc les émotions, elles ont nécessairement leur place, ne serait-ce que parce qu'elles s'imposent à nous, et que tout ce qu'on peut faire, la meilleure des choses à faire, c'est déjà de ne pas lutter contre elles. Sur les émotions, ce qu'on a à faire, c'est de les vivre. Les vivre. Et simplement, si on prenait par exemple, l'émotion de la colère, ce que l'on ne doit pas faire, elle a sa place, l'émotion de la colère, mais tu sais, ça pourrait être cette personne qui en a frappé une autre sous une forte émotion de colère, alors que c'est quelqu'un de très pacifique par ailleurs, qui dit « je sais pas ce qui s'est passé », etc. L'émotion a sa place, sauf que l'émotion, là, elle a pris la place du cavalier en mettant l'être humain qui l'a ressenti dans la position congrue du cheval. Et donc, elle a drivé le cheval à aller frapper quelqu'un. L'émotion, elle a sa place, mais elle doit rester à la place du cheval, et une émotion de colère notamment. C'est une belle source d'énergie pour faire des belles choses, pour pouvoir relever des défis, pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'épanouir. L'émotion ne peut qu'avoir sa place, elle l'est. Ok. Donc, elle est reconnue, elle est bienvenue. Je pense auprès des joueurs dans une équipe. On a 4 étapes pour gérer l'émotion. Tu me lances que sur des sujets que j'adore, donc c'est magnifique. Il y a 4 étapes pour gérer l'émotion. La première, et on va prendre l'acronyme RAIN, la pluie en anglais, R-A-I-N. Le R de reconnaître l'émotion. C'est quoi l'émotion qui me traverse, que je suis en train de vivre? Parce que des fois, ce qui fait l'émotion, c'est qu'on ne s'en rend pas compte déjà. Oh, mais là, tu es en colère, tu es énervé. Non, je ne suis pas en colère, je crie fort, dit la personne qui est en colère. L'émotion nous submerge, c'est ce que tu veux dire? Absolument. Et comme elle nous submerge, et que rappelle-toi, dans la dimension du mindset, pour moi, c'est que je dois mettre de la conscience sur ce qui se joue en moi et le couplage de mes pensées, de mes émotions, comme je le proposais tout à l'heure. Et cette émotion que je vis, que je traverse, il peut y avoir un mélange. Hein. Il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la déception. Ok, qu'est-ce qui se passe en moi? Donc ça, c'est la première chose, reconnaître l'émotion. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est accepter le A, de accepter que l'émotion soit là, qu'elle se présente. Et justement, ça revient à la question que tu posais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette émotion? Déjà, accepter qu'elle soit là. Par définition, elle est là. Et on ne va pas chercher à la combattre. Ensuite, la lettre suivante, ça va être le I de... Tu entends le chien qui accepte tes émotions, là. Ouais, mais moi, j'accepte parce que ce qu'on fait, c'est parfaitement imparfait. Et qu'on doit faire ce qu'il faut. Et que ma femme est en train d'arriver, que quand elle sera rentrée, ça se passera mieux. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Et je serai en conférence, je le gérerai de la même façon. Voilà, en toute simplicité. Ensuite, le I, qui est la troisième lettre, c'est investiguer l'origine de l'émotion. D'où est-ce qu'elle vient? Pourquoi elle se présente? C'est quoi qui fait qu'elle est née en moi? Et la plupart du temps, dans une immense majorité des situations, c'est lié à des conflits de valeurs. Telle valeur est touchée, donc ça génère telle émotion. Telle valeur positive est touchée, donc je ressens une joie qui me fait avoir les larmes aux yeux. Investiguer l'origine de l'émotion. Et puis la quatrième lettre, qui est le N de ne pas s'identifier à l'émotion. Je ne suis pas mon émotion. C'est pas parce que je suis en train de vivre un épisode de colère que je suis quelqu'un de coléreux ou colérique. C'est pas parce que je suis triste en ce moment que je suis un dépressif, etc., etc. Et il y a beaucoup à faire et à voir sur les émotions. Tu connais comme moi probablement les travaux de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle, qui sont fondamentaux. Et j'aime le sujet des émotions et à te vrai dire, plus j'en vis et plus j'en apprends sur les émotions. Naturellement. Bien sûr. Bien sûr. Oui, ces émotions qui nous émeuvent, qui nous meuvent. Hein. Émotérer, mettre en mouvement, mouvement vers l'extérieur. Exactement. Exactement. Prendre ce qui est là et de bouger les lignes vers l'extérieur. C'est vraiment ce mouvement qui non seulement est intrinsèquement lié, connecté à ce qu'est une émotion, mais aussi ce qu'elle nous permet de réaliser. Et ce qui nous permet de transporter
Voire de Euh, transcender. ouais, exactement, exactement. Et concernant les émotions, elles ont leur place pour vraiment revenir à ta question, qui était une question simple et donc puissante. Elles ont leur place et elles doivent être vécues, puisque par définition, et notamment pour les émotions, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc, si je n'exprime pas mes émotions, elles vont s'imprimer dans mon corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont générer des pathologies. Il faut appeler un chat un chat. Mm. Donc, elles ont leur place et elles doivent être vécues, partagées, communiquées, en pleine vulnérabilité. Non, mais, yes, bien sûr. C'est c'est absolument passionnant. C'est des sujets que j'adore, tout comme toi. Ouais, c'est vrai, absolument. Comme toujours, c'est beaucoup trop court. Je pense qu'on arrive tout doucement au bout. On pourrait continuer des heures, évidemment. Si j'ai bien compris, le lien Instagram qu'on a reçu, il tient 1 heure et puis, poum, apparemment, il saute. Donc, on va pas faire sauter le. Peut-être on peut faire sauter l'algorithme, mais pas la connexion. Est-ce que, je sais pas, avant de terminer, tu as à cœur de dire quelque chose, de partager, je sais pas, ce qui te vient? Ce qui me vient, c'est que depuis que je travaille, dans la dimension de la haute performance, plus je creuse ces sujets-là, plus je vois que c'est le sujet en réalité, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas le fait de, je vais utiliser un verbe un peu trivial, c'est pas le fait de bourriner qui va nous permettre d'y arriver, c'est plutôt le fait de s'élever et pour moi, si j'avais une dernière chose à partager, c'est plus on travaillerait avec douceur et amour à mettre de la conscience sur soi, sur ce qui se passe en nous, euh, de la douceur et de la gentillesse avec soi, plus on pourra ensuite rayonner et par définition performer. Et ça fait un peu gnangnan possiblement. Et quand je suis devant mes clients ou en tout cas des prospects pour la première fois, c'est pas des choses que je peux leur dire initialement. Donc je les écoute et on va me parler motivation, engagement, management, leadership et tout. Je dis oui, 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 absolument, on va faire ça. Ça, c'est le besoin explicite, mais le besoin implicite, c'est de travailler sur la conscience de soi. Et c'est ça que je leur sers. Et ils en sont ravis après coup, parce que ça sert leur objectif premier. Donc ça serait de revenir à cette essence. Génial que tu dis ça. Si je peux faire un parallèle Avec joie. avec, avec mes clients, c'est en gros exactement pareil. Euh, Quand ils viennent me trouver parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et la liste est énorme de tout ce qu'ils ne savent pas faire, peuvent pas faire, tout ce sur quoi ils sont, d'après leurs mots en tout cas, nuls. Oui. Euh, qu'ils ne savent pas raconter des histoires, qu'ils sont mauvais dans leur expression orale, que les gens s'ennuient à les écouter, etc. J'en passe et des meilleurs, qu'ils détestent ça, qu'ils sont pas bons, qu'ils ont un trac monstre, ok. Et donc, je fais ça assez régulièrement dans mes sessions de groupe. Quand j'ai la chance, par exemple, d'avoir un comité de direction, enfin, tu vois, un groupe qui est là en formation. Parfois, c'est des personnes qui viennent d'entreprises différentes. On est en inter-entreprise plutôt qu'en intra-entreprise. Et une des premières questions que je pose à la personne qui vient enfin, au public, pardon, qui a assisté à la présentation de X ou Y, c'est de demander, et qu'est-ce qui s'est bien passé dans la présentation de Michel? Et là, ah ouais, il y a eu ceci. T'as vu comment tu t'es tenu? J'ai vraiment eu la sensation que tu, enfin, que tu maîtrisais non seulement ton sujet, mais surtout que c'était passionnant pour toi. Il y avait ton corps qui s'est mis à vibrer, à vivre. Il y a ton regard le type ou la fille qui a passé sa présentation, il regarde comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, puis alors, une deuxième personne qui dit ce qui était positif, et une troisième, une quatrième. Et parfois, ça se recoupe. Et puis, et alors, là, le Michel en question, il me dit, ok, oui, c'est bien, mais qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, ouais. Qu'est-ce que je fais mal? Et je lui dis, écoute, ne t'en fais pas. Je suis, je suis payé, et parfois très bien payé, pour
te donner des mais, pour te dire oui, mais. D'accord? Mais je voudrais d'abord que tu réalises tout ce que tu fais, que tu entendes tout ce que tu fais naturellement bien. Et te dire que ça, c'est quelque chose que tu possèdes, c'est quelque chose que tu maîtrises, sur lequel tu n'as pas besoin de faire des efforts colossaux. Et que ça, c'est la colonne vertébrale sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer, cette colonne vertébrale sur laquelle tu vas pouvoir ajouter de nouveaux outils, de nouvelles connaissances. Tu vas maîtriser d'autres choses. Et c'est là-dessus qu'on va construire. Mais d'abord, puisque nos éducateurs nous ont tellement, dans notre système judéo-chrétien, tellement dit non, pas comme ça, tu n'y arriveras jamais, pour qui tu te prends, tu n'es pas à la hauteur, etc., mais qu'il n'y a pas à s'étonner que quand on est là, face à notre expression orale, eh bien, on soit face à un gouffre de doute. Et t'imagines le renforcement négatif, de dire oui, ok, mais qu'est-ce que je fais pas bien, juste pour aller encore en mettre une couche, tu vois. Et donc, c'est un jeu qui est subtil. Donc, effectivement, d'abord, on les accueille parce que ils veulent savoir tout ce qu'ils ne font pas bien, et on y viendra. Tout ce qu'ils peuvent faire mieux, et on y viendra. Mais d'abord, et si on passait quelques minutes sur, quelques heures peut-être aussi, sur tout ce que tu fais bien. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis, parce que ça met en évidence. On me questionne souvent sur comment on doit faire là dans le sport de haut niveau. Est-ce qu'on doit renforcer nos points forts ou développer nos points faibles? Ce qui est exactement ce que tu es en train de dire. Et la réponse systématique que j'ai, c'est renforçons nos points forts. Travaillons sur nos points forts. Quand tu regardes, puisque tu nous as connecté en mode tennis avec Justine Hénin au début, si tu regardes Nadal, Federer, etc., ils ont un ou deux coups forts et ils jouent à 90% sur ce coup-là. Et alors oui, tu peux pallier un petit peu les autres aspects. Et bien sûr, dans la prise de parole ou dans les entraînements sportifs, on va atténuer, améliorer un peu d'autres choses, mais on a plus intérêt pour obtenir des résultats en toutes choses à mobiliser nos points forts et à les exprimer, ne serait-ce que parce que si ce sont nos points forts, et ça c'est bien connecté à ce que tu proposes, par définition, ils seront probablement proches de notre authenticité aussi. Yes. Absolument. Génial. Merci, merci, merci. Merci de l'invitation. Un véritable plaisir. Rencontre. Mais oui, et puis en fait, on parle des mêmes choses dans des cadres différents, avec des mots peut-être différents, mais on vit les mêmes réalités. Donc, c'est que du bonheur. Vraiment, merci beaucoup, Gilles, de cette belle invitation. Énormément de plaisir, vraiment. Beaucoup de reconnaissance, gratitude. Je t'embrasse, je souhaite plein de belles choses. Et puis, on se voit dans pas longtemps, en vrai. Absolument, avec grand plaisir. À Barcelone dans quelques jours. Je te dis à très très bientôt. Moi aussi. Au revoir, Gilles. Salut Nicolas. Passe une bonne soirée. Ciao, ciao.